Je vais commencer doucement. À nouveau, merci d'être là ce matin en petit comité pour ce webinaire de fin d'année sur un sujet qui, en fait, suscite toujours autant de questions et qui est d'ailleurs également un sujet d'actualité. C'est effectivement tous ces mécanismes qui vont permettre à un employeur de prendre en charge financièrement certains frais de transport de ses salariés. Alors un petit mot, hein, vous nous connaissez, le cabinet Stella Avocat. On est un cabinet spécialisé dans tous les sujets liés à la rémunération et à la protection sociale. Parmi ces éléments de rémunération, hein, tout type d'avantages sociaux, dont on va le voir, voilà, tous ces avantages qui permettent de prendre en charge des frais de transport. On est là ce matin ensemble pour une petite heure, je pense. Le but de ces webinaires, vous le savez, c'est aussi que ce soit le plus interactif possible. Alors, je vous en prie, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. J'y répondrai soit au fil de l'eau, soit à la fin pour un temps d'échange. Même si vos questions ne sont pas forcément synchronisées avec la partie qu'on est en train de présenter, surtout n'hésitez pas. Si ça vous fait penser également à des problématiques que vous rencontrez, ce sera sûrement extrêmement enrichissant. Donc vraiment, faites-vous plaisir dans les questions. Je vous précise également que le support du webinar vous sera adressé et comme tous nos webinaires jusqu'à présent, c'est le 4e cette année, ils sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également y accéder sur le site internet d'Astella Avocat. Voilà, c'est pas forcément indispensable de prendre des notes, de faire attention au support. Concentrez-vous sur la présentation. Voilà, vous pourrez bénéficier de tout ça ultérieurement. Alors, ce matin au programme, on a focalisé sur 4-5 types de frais de transport, de prise en charge de frais de transport. Alors, le plus connu, la prise en charge obligatoire des abonnements de transport en commun. On le connaît tous, en tout cas pour ceux qui sont en région Île-de-France, sur la prise en charge du Navigo. On verra que c'est également la prise en charge de certains abonnements SNCF et bien sûr de tout type de régie dans les autres régions. On abordera aussi la prime de transport, que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de prime de carburant. On évoquera le forfait mobilité durable, les indemnités kilométriques, et puis, si on a un peu de temps, on évoquera le sort de la mise à disposition par l'employeur de bornes de recharge électrique dans l'entreprise, qui bénéficient également d'un traitement avantageux. Alors, en guise de petite introduction, je souhaitais vous rappeler qu'un employeur, il a toujours la possibilité de verser des sommes à ses salariés, de leur attribuer des avantages, même en dehors de tout cadre légal ou réglementaire ou administratif, il aurait toujours la possibilité de prendre en charge dans les modalités qu'il souhaite en termes de montant, en termes de bénéficiaires, etc., les frais de transport de ses salariés. Ce qui va nous intéresser ce matin, ce sont les encadrements légaux et réglementaires qui encadrent certains de ces dispositifs et qui vont leur permettre de bénéficier, c'est ça qui va principalement nous intéresser, d'un traitement social, voire fiscal, particulièrement avantageux. Donc tous les dispositifs que j'ai pu lister au tout début, tout ça, ce sont des mécanismes qui, comme je l'ai dit, ont un encadrement textuel qui, en contrepartie de certaines contraintes, vont permettre à cette participation patronale d'être, alors on va le voir, totalement exonérée de toute charge sociale, ce qui est finalement de plus en plus rare en termes d'avantages sociaux. Certains d'entre eux également exonérés de l'impôt sur le revenu. La plupart de ces dispositifs sont facultatifs, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est jamais une obligation pour l'employeur de les mettre en place. Alors bien évidemment, si ensuite il décide de les mettre en place, pour lui, ça devient une contrainte. Tout dépend de l'acte de mise en place de ce dispositif. Est-ce que ce sera plutôt un accord collectif ou un usage? Mais en tout cas, à partir du moment où il est mis en place dans l'entreprise, l'employeur s'impose à lui-même cette contrainte. Mais l'employeur n'est pas obligé de se l'imposer. La plupart d'entre eux sont facultatifs. On va voir, il y en a un d'entre eux, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est notamment la prise en charge obligatoire des abonnements, qui est obligatoire, mais sur le principe, ils sont facultatifs. Je vous l'ai dit, l'intérêt de ces dispositifs, c'est un traitement social et fiscal de faveur extrêmement avantageux. Ça vaut pour tous ces dispositifs, ils sont tous exonérés de l'ensemble des charges sociales, donc toutes les cotisations de sécurité sociale, mais également les contributions de sécurité sociale, donc pas de CSG-CRDS pour les salariés, pas de forfait social pour l'employeur. Donc effectivement, ça n'existe quasiment plus, ce type d'avantage. Éventuellement les tickets restaurants, mais en comparaison, tout ce qui va être, par exemple, l'épargne salariale
ou le financement par l'employeur de régimes de frais de santé et de prévoyance. Tout ça, ce sont des dispositifs pour lesquels le salarié paye à minima la CSG-CRDS, il y a parfois de l'impôt sur le revenu, il y a parfois du forfait social. Donc, ces dispositifs sont particulièrement précieux, hein, ça fait partie des rares qui encore bénéficient d'une exonération complète. Je profite également de cette introduction et de ce point pour vous dire qu'à partir du moment où on a un traitement social et fiscal de faveur très avantageux, forcément, il faut être vigilant, puisque plus le traitement social est avantageux, plus l'ampleur financière d'un risque URSSAF est importante. Oui, c'est logique, hein, lorsque l'avantage n'est soumis à rien du tout, et que lors d'un contrôle d'URSSAF, un inspecteur remet en cause les conditions qui permettaient à ce dispositif d'être exonéré de charges sociales, forcément, le coût est très élevé, puisque c'est l'ensemble des charges sociales qui s'appliquent sur cet avantage. Donc, il faut être particulièrement vigilant. C'est des sujets qui font l'objet d'une attention particulière par les inspecteurs de l'URSSAF. Alors, pas forcément la prise en charge du Navigo, hein, mais je pense à la prime de transport, je pense aux indemnités kilométriques. On a peut-être un peu moins de recul encore sur le forfait mobilité durable, par exemple, mais un redressement URSSAF sur les indemnités kilométriques, effectivement, en termes d'ampleur financière, c'est très cher. Donc, l'occasion de ce webinaire, c'est d'abord des idées claires sur ces conditions d'exonération, et puis aussi d'avoir les idées claires sur les plafonds, hein, les limites d'exonération, et également sur l'articulation de ces dispositifs entre eux. Et pour clore cette introduction, je vous disais que c'était un sujet d'actualité. C'est vrai que ce traitement social et fiscal, et principalement les plafonds et l'articulation entre eux de ces dispositifs, a pas mal bougé ces dernières années. Il y avait un dispositif temporaire avec des exonérations d'un niveau supérieur, des conditions qui n'étaient pas exigées entre 2022 et 2024. Tout ça, ça cesse au 1er janvier 2025. Donc le but, c'est d'avoir vraiment les idées au clair sur le traitement applicable demain, dans 15 jours, hein, au 1er janvier. Comparaison aussi avec le traitement qui existait antérieurement pour éviter tout malentendu. Donc voilà ce qu'on a au programme ce matin. Encore une fois, je vous en prie, posez toutes vos questions. Sans plus attendre, on s'attaque à la prise en charge obligatoire des abonnements. Alors c'est l'exception, hein, parmi les dispositifs de prise en charge des frais de transport des salariés. Cette prise en charge, comme son nom l'indique, elle est obligatoire, elle est prévue par le Code du travail. Je crois que ça date de 2008. La règle est finalement assez simple. N'importe quel employeur a l'obligation de prendre en charge au moins la moitié du prix des abonnements de transport en commun ou des abonnements de location de vélo qui sont souscrits par les salariés pour les besoins de leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Éventuellement, lorsqu'un salarié a plusieurs lieux de travail, cette obligation, elle porte également sur l'abonnement que le salarié pourrait souscrire pour les besoins du déplacement entre ces lieux de travail. J'insiste aussi sur ce point, tous ces dispositifs liés à la prise en charge des frais de transport des salariés, c'est systématiquement des frais de transport qui sont engagés par les salariés pour leur déplacement entre leur domicile, la résidence habituelle, c'est la même chose, et leur lieu de travail. C'est pareil pour la prise en charge obligatoire des frais de transport en commun, des abonnements de transport en commun, justement, il y a une distinction importante à faire. Donc l'employeur a l'obligation de faire cette prise en charge pour peu qu'effectivement le salarié la sollicite et pour peu qu'effectivement le salarié ait acquis et souscrit un abonnement de transport en commun. Le justificatif qui est nécessaire, effectivement, cette participation financière de l'employeur qui apparaît sur les bulletins de paie, elle est conditionnée à la production par le salarié d'une copie ou d'une attestation de l'abonnement souscrit. C'est ce qui va être le fait générateur du remboursement de la prise en charge partielle par l'employeur. Et bien évidemment, il appartient à l'employeur de conserver ces justificatifs pour bien justifier que chaque ligne de remboursement qui peut apparaître sur les bulletins de paie pour les salariés concernés correspond bien à un abonnement qui a été souscrit par le salarié. Donc, important de conserver ces justificatifs en cas de contrôle URSSAF. Alors, c'est vrai que dans ma courte carrière, j'ai jamais vu de sujet de redressement URSSAF sur ce type d'avantage. Alors peut-être parce que les employeurs font très bien les choses, peut-être aussi parce que c'est tellement répandu. Alors particulièrement en Île-de-France avec le pass Navigo,
qui fait qu'au final, bon, les inspecteurs ont pas forcément tellement l'habitude de le voir et que ce soit assez carré en termes de justificatif, que c'est pas forcément le point sur lequel il y a le plus de vérification. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, effectivement, c'est l'abonnement, enfin cette obligation de prise en charge, elle concerne les abonnements, que ce soit des abonnements limités ou illimités. Alors à trajet limité, je pense que c'est plutôt côté SNCF ou voilà des abonnements illimités, hein. Je prends l'exemple du Pass Navigo en Île-de-France. Le Code du travail énumère limitativement les, comment dire, les organismes de transport auprès desquels ces abonnements peuvent être souscrits. Donc on retrouve la SNCF, donc ça vise pas que les bus, les métros, les RER, hein, ça vise aussi effectivement les déplacements en train, et puis toutes les régies de transport public, telles que la RATP, encore une fois, en Île-de-France, mais surtout à Paris. L'obligation de l'employeur, elle est effectivement, c'est assez logique, limitée à certains trajets. Donc on l'a dit, c'est pour les déplacements entre la résidence habituelle et le travail, pour peu que cet abonnement permette de faire le trajet le plus court. En effet, une fois assez naturel, si le salarié souscrit un abonnement pour faire ce trajet, mais que les trajets couverts par cet abonnement sont pas les plus courts, hein, qu'il y a des détours, et effectivement on peut penser que souvent ça coûte aussi plus cher, il n'y a pas d'obligation de l'employeur. L'obligation de l'employeur, elle porte vraiment sur l'abonnement qui va permettre de faire le trajet le plus court. Lorsque on a voilà, plusieurs niveaux de prestations qui sont permises en termes de trajet, donc première classe, deuxième classe, l'obligation de l'employeur, elle porte sur la deuxième classe. Effectivement, la deuxième classe n'existe plus dans les transports parisiens, par exemple, depuis des dizaines d'années. Mais voilà, par exemple, pour les trajets en train avec la SNCF, c'est un critère qui peut jouer. J'ai fait d'ailleurs le lapsus tout à l'heure, attention, c'est vraiment la prise en charge des abonnements qui est concernée par cette obligation. Les titres de transport individuels, les billets ordinaires, ne sont pas concernés par cette obligation légale. Le texte, il offre à la fois une faculté à l'employeur et également une contrainte. D'abord, on nous dit que lorsque les salariés bénéficient déjà d'un remboursement pour ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, et que son montant est supérieur ou égal à ce que représenterait 50% du prix d'un abonnement, l'employeur n'a pas d'obligation de prise en charge. Effectivement, ça ferait double objet. Le salarié n'a pas vocation à être remboursé deux fois pour ce type de déplacement. Donc, soit effectivement, il opte pour l'abonnement à un transport en commun, ou effectivement un service de location de vélo, mais c'est un petit peu plus anecdotique. Et à ce moment-là, il en bénéficie. Soit il bénéficie par ailleurs d'un autre mécanisme. Alors, on va le voir par exemple des indemnités kilométriques, même si théoriquement, l'indemnité kilométrique n'est pas compatible avec le fait de pouvoir se rendre au travail en transport en commun, mais on y reviendra. Mais en tout cas, si d'une façon ou d'une autre, le salarié voilà, bénéficie déjà d'indemnités, d'une prise en charge financière au titre de ce trajet, on n'a pas d'obligation de prise en charge au titre des abonnements. Une autre obligation, alors c'est vrai que j'ai toujours trouvé moi un petit peu curieuse, le Code du travail nous dit qu'au cas particulier des salariés à temps partiel, en principe ils en bénéficient comme tous les salariés. Par contre, si on est vraiment à temps très partiel, c'est-à-dire que le temps de travail est inférieur à 50% de la durée légale, hein, ce qui est permis dans pas mal de situations, et principalement lorsque le salarié en fait la demande, eh bien à ce moment-là, l'employeur a une obligation de proratiser cette prise en charge obligatoire des abonnements. Donc, par exemple, voilà, un salarié qui travaillerait à 30% de la durée légale, l'employeur, il a l'obligation, nous disent les textes, de prendre en charge 30% de la moitié des abonnements de transport en commun. C'est finalement un peu toutes les règles. On va passer ensuite sur le traitement social et fiscal, mais vous voyez que, j'ai envie de dire, pour une fois, hein, c'est pas vrai, il y en a d'autres, hein, il ne faut pas exagérer, mais on est sur un dispositif qui est quand même très simple d'utilisation, où en termes de justificatif URSSAF, on est encore sur quelque chose de très minimal, hein. Il suffit d'avoir une copie de l'abonnement souscrit, une attestation de l'abonnement souscrit pour
permettre une exonération de charges sociales dans la limite de 50%, ça représente un avantage significatif, hein. Encore une fois, c'est vrai que j'espère que vous ne me le reprochez pas, mais je prends toujours l'exemple de l'Île-de-France. Le pass Navigo, c'est un montant relativement important, hein. Il passe à 88 € par mois au 1er janvier 2025. C'est quand même à minima 44 € net de charges, net d'impôts que l'employeur rembourse tous les mois à ses salariés. Ça fait un peu plus de 500 € par an. C'est vrai que pour, entre guillemets, une telle exonération, c'est assez peu de contraintes et assez peu de justificatifs à conserver en vue d'un contrôle URSSAF. Je vous l'ai dit, cette prise en charge obligatoire, donc vraiment les 50%, elle est intégralement exonérée d'impôt sur le revenu et de charges sociales. Le petit bonus, c'est qu'en effet, on peut dépasser cette limite de 50% tout en continuant à bénéficier de l'exonération de charges sociales. C'est là que je trouve que ça peut, voilà, c'est un petit peu un levier, en tout cas un outil dans la boîte à outils des avantages sociaux, qui n'est pas forcément plus compliqué à mettre en place. C'est voilà, cette participation supérieure aux 50%. Et en effet, la doctrine administrative opposable aux URSSAF, hein, dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, hein, je rappelle que, et ça vaudra pour tout le reste de la présentation, le bulletin officiel de la sécurité sociale, c'est un outil assez exceptionnel dans le domaine du droit du manière générale, hein. En principe, tout ce qui est une doctrine administrative, tout ce qui est une circulaire, n'est pas censé vraiment d'avoir de portée et de valeur juridique. Eh bien, en matière de charges sociales, le bulletin officiel de la sécurité sociale, c'est l'exception. Tout son contenu est opposable par les employeurs aux URSSAF en cas de contrôle. Alors la réciproque n'est pas vraie, hein, c'est vraiment opposable dans un seul sens. C'est vraiment opposable par les employeurs aux URSSAF en cas de contrôle. Et tout ce qui est écrit dans cette doctrine administrative, tout ce qui est écrit dans ce BOSS, effectivement, peut être appliqué par l'employeur en toute sérénité. On ne pourra jamais lui reprocher d'avoir appliqué le BOSS, quand bien même le BOSS serait plus souple, apporterait des tolérances ou prévoirait des exonérations supplémentaires par rapport au texte de loi, l'employeur peut s'appuyer sur le BOSS. Et donc, autant les textes sur la prise en charge obligatoire des abonnements nous disent que, effectivement, quand on les lit, on a l'impression que c'est que les 50% obligatoires qui sont exonérés, mais en réalité, cette doctrine administrative opposable nous dit qu'on peut dépasser les 50%. Cette prise en charge supplémentaire peut être exonérée, mais attention à ce moment-là, on nous dit qu'elle n'est exonérée que dans la limite des frais réellement engagés par les salariés. Alors, ce n'est pas beaucoup plus compliqué en pratique, hein. En langage clair, ça signifie simplement que, au lieu d'avoir juste l'attestation ou de souscription de l'abonnement ou la copie de l'abonnement, il faut effectivement que le salarié transmette une facture du coût de l'abonnement à son employeur que celui-ci conserve en vue d'un futur contrôle URSSAF. Donc, c'est pas compliqué. L'employeur qui veut prendre en charge plus de 50%, il doit juste s'assurer d'avoir le bon document, le bon justificatif. Et il faut effectivement une facture, d'une manière générale, en tout ce qui est frais professionnels, avantages de nature, etc. Lorsqu'on nous demande de prouver que la prise en charge elle correspond bien à des frais réellement engagés, il suffit de produire une facture. Donc, en synthèse, un employeur, effectivement, peut prendre en charge plus de 50% de cet abonnement, jusqu'à 100%. Cette prise en charge supplémentaire, elle peut être intégralement exonérée de charges sociales. Il faut juste conserver la facture des abonnements. En matière d'impôt sur le revenu, en revanche, c'est que, là, à partir du 1er janvier 2025, ce sera que la prise en charge obligatoire, donc les 50% qui seront exonérés d'impôt sur le revenu. On avait temporairement, entre 2022 et 2024, une loi de finances rectificative qui avait été votée en 2022 dans le sillage de toutes ces mesures qui étaient destinées à renforcer le pouvoir d'achat des salariés, une exonération temporaire d'impôt sur le revenu pour la prise en charge supplémentaire dans une limite de 25%, donc 75% au total. Ça, c'est terminé au 1er janvier 2025. Donc il faut être vigilant à ça. Bon voilà, c'est pas très grave, hein. Il suffit juste effectivement si on a une prise en charge supérieure à 50%, de soumettre après l'apaiement à la source, ce qui excéderait les 50%. En revanche, on l'a vu, pas de charge sociale, pour peu qu'effectivement j'ai la facture qui corresponde à l'abonnement. Un petit point qui nous servira aussi pour la suite, la prise en charge de cette
des frais d'abonnement, ça peut constituer un usage. C'est-à-dire que si l'employeur décide unilatéralement de prendre en charge des abonnements au-delà de 50%, mettons même à 100%, cette prise en charge à 100%, ça constitue un usage, un engagement unilatéral de l'employeur. L'employeur peut revenir dessus, mais ça suppose de suivre une procédure que vous connaissez peut-être, hein, information du CSE, s'il existe, information des salariés et respect d'un délai de préavis, généralement estimé à 3 mois. Il faut avoir ça en tête. On ne peut pas non plus revenir dessus d'un claquement de doigts, il faut suivre une procédure. Si jamais cette prise en charge supplémentaire est prévue par un accord collectif, par exemple, mettons dans le cadre d'un accord de NAO, là, à ce moment-là, l'employeur est tenu par les termes de l'accord jusqu'à ce que cet accord arrive à son terme dans les conditions habituelles, hein, soit parce qu'il a duré déterminée, soit parce qu'on l'a dénoncé. Pour terminer, un petit mot sur les règles de cumul. Je vous ai dit que pour chacun de ces avantages, on avait à cœur que vous compreniez bien comment ils s'articulent entre eux. Et c'est vrai que pour chacun d'entre eux, il a été prévu comment ça s'articule avec, par exemple, la prime au transport. Par exemple, en matière de prime au transport, et on y vient juste après, les textes nous disent que la prime au transport n'est pas cumulable avec la prise en charge obligatoire des abonnements. C'est donc la prise en charge des abonnements qui, par définition, est obligatoire, qui s'impose. Si effectivement le salarié, lui, n'a pas de souscrit d'abonnement et n'a pas demandé sa prise en charge à au moins 50%, il pourra bénéficier de la prime de transport, mais s'il bénéficie déjà de la prise en charge des abonnements, il ne pourra pas bénéficier de la prime de transport. Entre 2022 et 2024, les avantages étaient cumulables. Ça encore, c'est quelque chose qui cesse au 1er janvier 2025. On le verra. Le dispositif qui s'appelle forfait mobilité durable, il est limité à un plafond de 900 € par an lorsqu'il est cumulé avec la prise en charge obligatoire des abonnements. Donc le cumulé est possible dans une limite majorée à 900 €. On y vient juste après lorsqu'on sera sur la partie forfait mobilité durable. Alors Nelly, vous avez une question intéressante, c'est de dire si le salarié ne se manifeste pas, est-ce qu'on a l'obligation de lui rembourser? Alors non, les textes sont clairs. Pour que le salarié a un droit à remboursement, non seulement il faut qu'il ait souscrit l'abonnement, mais en plus, il faut qu'il produise à l'employeur une copie de son abonnement ou une attestation de souscription de l'abonnement. Sinon, on n'a pas d'obligation de lui rembourser. Voilà. La prime de transport. La prime de transport, c'est aussi quelque chose que vous pouvez connaître sous l'appellation de prime de carburant. C'est dans la même partie du Code du travail que celle qui traite de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement. Alors celle-ci, elle est totalement facultative. Ça permet à l'employeur de prendre en charge soit des frais de carburant, soit des frais d'alimentation électrique dépensés par les salariés dans le cadre de leur trajet entre le domicile et le lieu de travail. Contrairement à la prise en charge obligatoire des abonnements, où je vous disais, c'est heureux, c'est un avantage qui est facile à mettre en œuvre, la prime de carburant, c'est quand même un petit peu plus technique en termes de conditions et en termes de justificatifs à réunir. Alors attention, ces justificatifs sont exigés notamment pour pouvoir bénéficier des exonérations de charges sociales, donc il faut être particulièrement vigilant en vue d'un contrôle URSSAF. Alors la première condition, c'est qu'effectivement, pour être bénéficiaire de cette prime, les salariés ne doivent pas avoir accès au transport en commun, soit parce que leur lieu de résidence ou leur lieu de travail ne le permet pas, soit parce que leurs horaires ne le permettent pas. Alors, les horaires, c'est un peu plus simple. Par contre, la condition qui est liée au fait que le lieu de travail ou le lieu de résidence ne soit pas desservi par les transports en commun, les conditions, elles sont, quand on regarde dans le détail, assez techniques. Ça va être lié finalement aux caractéristiques de la commune dans laquelle ces lieux sont situés. Par exemple, il faut que le lieu de travail soit dans une commune qui ne soit pas desservie par les transports en commun ou qu'il se trouve dans une agglomération, alors vraiment sans rentrer dans les détails, mais d'une certaine taille qui n'est pas couverte par un plan de transport en commun. Donc, on a l'impression que c'est simple comme ça, mais quand on regarde dans le détail, ça nécessite d'examiner quand même commune par commune, soit le lieu de travail, soit du lieu de résidence, qui a accès ou non au transport en commun. Et c'est pas si simple. Et il faut en conserver la preuve. Alors, c'est plus simple quand c'est vraiment le lieu de travail qui n'est pas desservi, soit parce qu'effectivement, dans la commune, il n'y a pas du tout de transport en commun, soit parce qu'elle est d'une certaine taille et qu'il n'y a pas de plan de transport, parce que c'est commun pour tous les salariés, il suffit que ce soit le lieu de travail
ou le lieu de résidence qui remplissent ce critère. Donc quand c'est lieu de travail, c'est plus simple. Quand c'est lieu de résidence, il faut donc vérifier salarié par salarié si la commune dans laquelle il réside remplit cette condition. Et il faut en garder la preuve. Donc on voit que c'est quand même pas mal d'administratifs. Et donc ça peut effectivement un peu rebuter. Il faut être assez sérieux et rigoureux sur ces conditions et sur le recueil des justificatifs. Je vous disais que les horaires, c'est aussi un peu plus simple, alors particulièrement en cas de travail de nuit, mais encore faudra-t-il justifier auprès des URSSAF en comparant avec, par exemple, les horaires de transport qui auraient permis de se rendre au lieu de travail, qu'effectivement, ils ne sont pas compatibles avec les horaires du salarié. Donc, il faut quand même faire ce travail un petit peu fastidieux de comparer les horaires du salarié avec les horaires de ligne de transport. Donc, je vous disais, forcément, alors tout dépend aussi du nombre de salariés concernés, hein, mais c'est pas du tout aussi simple d'application que la prise en charge obligatoire des abonnements. Seconde condition que j'ai rassemblées et qui sont cette fois-ci beaucoup plus compréhensibles, c'est effectivement le salarié qui bénéficie de cette prime. Il ne doit pas bénéficier d'un véhicule de fonction avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant. Il ne doit pas bénéficier d'un logement de fonction sur son lieu de travail et il ne doit pas être déjà transporté gratuitement par l'employeur. Donc ça, assez simple. Entre 2022 et 2024, le législateur avait bien compris que ces conditions, c'était quand même effectivement assez lourd et donc les avait exceptionnellement écartées entre 2022 et 2024. Au 1er janvier 2025, ces conditions, elles sont à nouveau exigées. Donc voilà, c'est là où il faut être vigilant. Et le dispositif, c'est sûr, est moins attractif au 1er janvier 2025, mais on va le voir en termes d'exonération, ça reste quelque chose, voilà, encore une fois, dans votre boîte à outils, qui permet d'attribuer un avantage exonéré aux salariés. On y vient. Là où ce dispositif est aussi à nouveau un peu plus contraignant, un petit peu plus lourd à mettre en œuvre, c'est que le Code du travail nous impose qu'il soit mis en œuvre soit par accord collectif d'entreprise, de groupe, de branche, ou, à défaut d'accord collectif, par décision unilatérale de l'employeur, précédé, s'il y a un CSE de l'entreprise, par une consultation du CSE. Pas de consultation du CSE en cas d'accord, uniquement en cas de décision unilatérale de l'employeur. Donc, on doit avoir un document qui récapitule les caractéristiques de cette prime, son montant, ses modalités, ses critères d'attribution. Là où il est un petit peu contraignant aussi, c'est que on ne peut pas exclure certains salariés ou, à contrario, réserver la prime à certains bénéficiaires. Tous les salariés éligibles, donc tous les salariés qui remplissent ces conditions-là, doivent bénéficier de la prime. On ne peut pas la réserver à certains salariés, ce qu'on peut voir comme une condition relativement contraignante. Le texte nous dit que la prime, en principe, elle est proportionnelle à la distance du trajet domicile de travail de chaque salarié. La doctrine administrative opposable aux URSSAF, elle nous dit qu'en fait, on peut faire varier cette prime sans forcément être strictement proportionnelle à la distance du trajet. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est exclure certains salariés pour lesquels on estimerait que la distance est trop importante. Mais donc, à partir du moment où on nous dit qu'on peut faire varier et que ce n'est pas forcément strictement proportionnel à la distance du trajet, en fait, ça ouvre quand même la voie à pas mal de possibilités. On peut imaginer tout simplement une prise en charge des frais réels, donc par exemple sur production de notes justificatives des salariés, production des factures de carburant. Alors, on va voir qu'en termes de montant, hein, je vous le redis hyper rapidement, c'est pour mieux comprendre ce que je vais dire. La limite maximale, par exemple, pour le carburant, c'est de l'ordre de 300 € par an. C'est vrai qu'on les atteint rapidement. On fait quelques pleins, on atteint rapidement les 300 €. Mais c'est déjà ça qu'on peut attribuer aux salariés. Il suffit d'avoir une facture, mettons, plusieurs factures de plein jusqu'à 300 € au total, hein, quand on additionne les pleins. Et effectivement, on atteint déjà le plafond. Mais voilà, c'est une possibilité. Le champ des possibles, dans la manière concrète dont on détermine cette prime, il est assez large. Ça peut être voilà, une prise en charge aux frais réels. Donc, ça suppose effectivement d'avoir un justificatif de dépense. On peut aussi imaginer une prime forfaitaire. Donc sans avoir un justificatif et une facture de dépense du salarié, mais de dire que par exemple, tous les salariés ont la même prime, ou par exemple de faire varier effectivement la prime sur la distance du domicile au lieu de travail en disant bah voilà, tous les salariés ont
je sais pas, 1 euro par kilomètre parcouru. C'est peut-être un peu beaucoup. Mais voilà. En tout cas, c'est pour vous faire comprendre. Je vous donne vraiment juste 2, 3 petits exemples. Mais pour peu qu'on respecte les conditions que je viens d'évoquer, on peut imaginer beaucoup de possibilités, beaucoup de formules de prise en charge. La dernière contrainte que nous impose le texte, c'est comme pour la prise en charge obligatoire des abonnements. Lorsqu'on a un salarié à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale, on doit obligatoirement proratiser la prise en charge pour ces salariés. Alors j'avais une petite question, je la traite, si vous voulez bien, Romain, juste après, quand on a terminé cette partie. L'employeur doit, alors c'est là où, encore une fois, c'est plus contraignant que que la prise en charge des abonnements, et on va le voir, c'est plus contraignant que le dispositif qui vient juste après, le forfait mobilité durable. Pour la prise en charge des frais de carburant, l'employeur, il doit conserver des justificatifs. Donc, il doit conserver la carte grise du véhicule, parce que c'est quand même bien en fait, pour prouver que le salarié a bien utilisé un véhicule et qu'il se voit rembourser des frais au titre des trajets faits avec ce véhicule. Il doit, le cas échéant, conserver pour chaque salarié, s'il prévoit dans ses modalités d'attribution une modulation selon la distance entre le domicile et le travail. Donc concrètement, on prend le domicile de chaque salarié, on va sur un outil type Google Maps ou via Michelin, et on conserve la distance. Et on garde ça dans un dossier. On garde effectivement pour chaque salarié, alors le cas échéant dans un tableau Excel, mais en tout cas, on s'organise comme on veut. Mais en cas de contrôle URSSAF, si jamais effectivement on prévoit des versements qui dépendent de la distance du trajet, il faut conserver ces justificatifs. Donc là, on voit quelque chose d'un petit peu lourd également. Donc, en termes de justificatifs, je vous en ai déjà parlé au début, il faut aussi conserver la preuve que le salarié n'a pas accès au transport en commun. Et ça, je vous l'ai dit, c'est un petit peu fastidieux, puisqu'il faut donc démontrer, en comparant notamment avec voilà, les plans de transport en commun, que soit le domicile, soit le lieu de travail ne sont pas desservis. Donc, voilà, ça demande un travail assez conséquent. Moi, je préconise aussi de demander aux salariés d'attester sur l'honneur que ils ont bien utilisé leur véhicule pour réaliser ce trajet domicile de travail. C'est pas parce que on transmet juste effectivement une facture de plein, par exemple, que ça correspondait bien à un plein nécessaire pour faire le trajet domicile de travail. Donc, je préconise d'avoir cette attestation à produire en cas de contrôle URSSAF. On regarde tout ça. Une bonne pratique, c'est de mettre en place, lorsqu'on a mis en place ce dispositif ou lorsqu'on l'envisage, de mettre en place un formulaire. Donc, c'est un formulaire assez simple, finalement, dans lequel le salarié va attester déjà qu'il utilise bien son véhicule pour les trajets domicile de travail. Il va aussi bien rappeler son domicile et tant qu'à faire, on va lui demander lui-même de produire une petite capture d'écran de Google Maps en indiquant la distance entre le domicile et le travail. Il va également joindre sa carte grise à ce formulaire. Comme ça facilite le rassemblement des justificatifs par l'employeur. Mais bon, vous le voyez, j'arrête de le dire après, mais c'est quand même assez lourd en mise en œuvre. Pour autant, c'est vrai que financièrement, ça reste intéressant. Alors, on ne va pas se mentir, ça ne permettra pas de compenser intégralement les frais de transport des salariés. Les montants qui sont prévus, donc la limite au titre de ce mécanisme, c'est 600 euros, dont 300 maximum au titre des frais de carburant. Je rappelle que cette prime de transport, qui est donc une appellation un petit peu plus, exacte que prime de carburant, elle permet à la fois de prendre en charge les carburants, mais dans une limite de 300 euros, mais également tout ce qui va être lié aux frais d'alimentation électrique ou aux frais d'alimentation hydrogène. Et ça, la limite globale, c'est 600 euros, mais maximum 300 euros pour le carburant. Alors, bien sûr, ça ne permet pas de prendre en charge tous les frais de transport. Le carburant, ça coûte beaucoup plus cher que ça, mais c'est quand même entre 300 et 600 euros maximum, exonéré de toute charge sociale et d'impôts qu'on peut attribuer à ses salariés. C'est vrai que c'est pas neutre. Encore une fois, les avantages totalement exonérés, il y en a de moins en moins, donc pourquoi pas. Pour éviter tout malentendu, si vous avez entendu parler ou si vous avez en tête les plafonds de 700 et 400 euros, c'était les plafonds qui étaient exceptionnellement applicables entre 2022 et 2024. C'est terminé au 1er janvier 2025. On repasse à 600 et 300 euros. Cette prime, je l'ai déjà dit, elle n'est pas cumulable avec la prise en charge obligatoire des abonnements. Si celle-ci existe déjà,
elle s'impose sur la prime de transport. On va le voir juste après, elle est cumulable avec ce qu'on appelle le forfait mobilité durable. Alors j'en profite pour répondre à une question de Romain qui nous demande, lorsqu'on a un salarié qui a accès au transport en commun, mais dans des conditions incommodes, il y a peu de transport, il y a beaucoup de changements, par exemple le salarié met 30 minutes en voiture et 1h30 en transport en commun, est-ce qu'on peut quand même lui en faire bénéficier? Malheureusement, la réponse est plutôt non. La réponse est plutôt non, hein. Le texte ne nous parle pas forcément d'un accès commode au transport en commun. Je vous le disais, quand on regarde en détail le texte, il nous explique que il faut vraiment presque qu'il n'y ait pas de transport en commun dans la commune, ou que lorsqu'elle fait plus d'une certaine taille, il n'y ait pas ce qu'on appelle un plan de transport en commun. Je paraphrase un petit peu. C'est pas les conditions commodes d'accès le travail ou voilà, au lieu de travail depuis son domicile. Alors maintenant, c'est vrai que ça paraîtrait être du bon sens, hein, de dire que lorsque finalement on mettrait 1h30 à venir au travail en transport en commun, mais ce qui malheureusement peut être assez fréquent aussi en Ile-de-France, hein, c'est pas une preuve de c'est pas, on remplit pas ce critère, mais voilà, comme je disais, ça peut être un peu du bon, on peut le penser. Juridiquement, c'est pas le cas, en tout cas la lettre du texte. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est tentant. Moi, je le préconise pas au regard du risque URSSAF. À la limite, on peut aussi faire un arbitrage de risque en fonction du nombre de salariés concernés et de la manière dont, en tout cas, sa confiance en soi pour la conviction auprès d'un inspecteur de l'URSSAF. Mais en tout cas, d'un point de vue strictement juridique, c'est pas conseillé. Le forfait mobilité durable. Alors, c'est un dispositif qui est assez proche de la prime de carburant. On va voir qu'il est, dans ses modalités de mise en œuvre, un tout petit peu plus souple. Le forfait mobilité durable, que je vais appeler FMD, c'est un mécanisme qui permet, encore une fois, un peu comme la prime de transport, à l'employeur de prendre en charge certains frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, mais qui vont être des frais afférents à des moyens de transport dits propres. Donc, ce n'est pas une voiture individuelle, ça c'est sûr. La voiture individuelle, c'est la prime de transport. Le FMD, c'est tout le reste. Donc, par exemple, le vélo. Alors, ça peut être l'acquisition d'un vélo, hein, ça peut être aussi tout simplement des formes d'indemnité kilométrique vélo, de se dire que l'utilisation d'un vélo, ça comporte aussi certains frais d'entretien, par exemple. Ça peut être un vélo électrique, ça peut être des frais de covoiturage, ça peut être des transports en commun. Alors, pas les abonnements, mais par exemple, quand c'est ponctuel, les tickets, tout simplement, les billets pour accéder à ces transports. Ça peut être également les trottinettes électriques. On a, c'est principalement ça. On a des modes de transport un petit peu plus atypiques aussi, mais si on retient ça, c'est l'essentiel pour bien comprendre quel type de véhicules, on va dire, sont concernés. Le forfait mobilité durable est assez proche de la prime au transport dans ses modalités de mise en œuvre, en tout cas parce que lui aussi, il doit impérativement être mis en œuvre soit par accord, soit par DUE, le cas échéant après consultation du CSE s'il existe. Il doit impérativement bénéficier à tous les salariés dans les mêmes conditions. Par contre, dans ces modalités de mise en œuvre, on va voir qu'on est plus libre. Alors déjà, on n'a pas cette condition liée au fait que les salariés ne doivent pas avoir, quand je synthétise, accès à des transports en commun. Donc déjà, ça simplifie la vie. On va voir aussi qu'en termes de justificatif, on est très libre, puisque une simple attestation sur l'honneur du salarié d'avoir effectivement réalisé un trajet domicile de travail selon ses modes de transport suffit en termes de justificatif à produire aux URSSAF. Donc, j'y reviens juste après, mais à partir du moment où c'est quand même plus simple, avec moins de contraintes, moins d'encadrement, les modalités de prise en charge, elles sont très libres. Alors, ce qui est parfois un peu déstabilisant quand on nous dit qu'on peut faire, entre guillemets, ce qu'on veut, on a besoin d'exemples, donc je vous en donne quelques-uns. On peut très bien envisager une prise en charge aux frais réels, donc sur production de factures. Par exemple, je sais pas, la facture d'acquisition d'un vélo ou d'un vélo électrique ou une facture d'entretien de vélo, etc. Enfin, on peut envisager les frais réels. On peut aussi envisager quelque chose de plus forfaitaire. Donc, mettons un montant identique pour tous les salariés. Par exemple, un salarié qui attesterait utiliser ces modes de transport sur toute l'année, on pourrait très bien se dire, voilà, avec cette attestation sur l'honneur, on vous verse une prime forfaitaire, on va voir les montants, mais par exemple de 600 € par an.
Donc ça, c'est une possibilité. Alors forcément, tout dépend de l'engagement financier qui est prêt à prendre l'employeur, mais c'est dans le champ des possibles. Le forfait mobilité durable, le FMD, il a remplacé ce qu'on appelait les indemnités kilométriques vélo. Donc en fait, c'est très simple, hein, c'est pour exactement comme on va le voir, les ICA, indemnité kilométrique voiture, c'est une indemnité qui dépend d'un barème au kilomètre parcouru et donc qui permet de verser une somme aux salariés selon le nombre de kilomètres parcourus. Donc pourquoi pas? Le FMD peut aussi prendre la forme, par exemple, pour les vélos, sachant qu'on peut faire varier les modalités de prise en charge hein, selon le mode de transport utilisé, verser des ICA vélo lorsque le salarié utilise son vélo pour faire le trajet domicile-lieu de travail. On peut envisager aussi une proratisation sur la durée de présence sur l'année civile. Hein. C'est vrai que dans l'exemple que je donnais, si on verse la même prime forfaitaire à tout le monde, mettons 600 euros par an, pour les salariés qui l'attestent, hein, voilà, on peut se dire que un salarié arrivé en cours d'année, 600 euros, c'est 600 euros proratisés à sa durée de présence. Donc tout ça, c'est des possibilités. En termes d'obligations, comme les deux types d'avantages qu'on a vus précédemment, lorsqu'on est à temps partiel inférieur à 50% de la durée légale du travail, on doit obligatoirement proatiser la prime en fonction du temps de travail. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, et je pense que c'est le principal avantage de ce dispositif, c'est que c'est indispensable, enfin, qu'il n'est pas justement indispensable de conserver des justificatifs très précis. Alors, tout dépend encore une fois de la manière dont l'employeur a fixé le montant du FMD. S'il a fixé le FMD au regard des frais réels engagés par les salariés. Là, il faut bien qu'il conserve une facture, mais si par exemple il fait un montant forfaitaire, le texte est clair, il nous dit qu'une simple déclaration sur l'honneur du salarié sur l'utilisation d'un des modes de transport éligibles pour leur trajet entre le domicile et le travail suffit. Donc si un salarié atteste qu'il a fait par exemple tous ses trajets domicile-travail de l'année selon un des modes de transport éligibles, effectivement, on regarde des URSSAF, on n'a pas besoin d'autres justificatifs. Alors, c'est impossible, hein. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Rien n'empêche l'employeur d'être plus restrictif, peut-être pour éviter des effets d'aubaine, peut-être pour limiter son engagement financier, mais en tout cas, c'est possible. Et donc, ça permet vraiment, si l'employeur le souhaite, d'avoir quelque chose de très fluide et d'accorder un avantage significatif aux salariés sans trop de formalisme. Les plafonds d'exonération du FMD, ils sont quasiment les mêmes que celui de la prime au transport. D'abord parce que ce plafond, il est commun, c'est-à-dire que l'enveloppe de 600 euros dont on parle, c'est la même enveloppe de 600 euros que celle propre à la prime de transport. Il n'y a pas ici de limite liée aux frais de carburant, hein, c'est 600 euros le FMD maximum. Il y a une petite coquille, la limite était exceptionnellement de 1600 euros entre 2022 et 224 et ça redescend à 600 euros au 1er janvier 2025. Je corrigerai la coquille dans le support qu'on vous enverra. On peut cumuler le FMD avec la prise en charge obligatoire des abonnements. À ce moment-là, la limite globale entre ces deux dispositifs, elle passe à 900 euros. C'est vrai que en Ile-de-France, par exemple, avec le prix du Navigo qu'on a évoqué tout à l'heure, ne serait-ce que la prise en charge à 50%, ça représente déjà un peu plus de 500 euros. C'est vrai que le disponible pour le forfait mobilité durable, il n'est pas énorme. Donc, heureusement qu'on a eu cette limite globale qui est majorée lorsqu'on cumule les deux dispositifs. Sinon, si on était juste avec 600 euros, ça laisserait quasiment rien pour les frais d'abonnement. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire des modes de transport qui combinent le transport en commun et ces modes de mobilité un peu douces ou propres, par exemple en se rendant à la gare en vélo, etc., en combinant les mécanismes. Rien de plus à dire sur le traitement social et fiscal. Le FMD, peut-être, une remarque qui est valable pour tous ces mécanismes, n'oublions pas que c'est aussi quelque chose qui joue dans l'attractivité de la marque employeur dans un package global de rémunération. Alors, j'entends que les montants sont pas énormes, mais c'est vrai que l'employeur qui peut indiquer que il a mis en place ses avantages, et je pense particulièrement au FMD qui a, comment dire, une sorte d'emballage écologique, ou en tout cas qui peut laisser penser que l'employeur participe à sa façon à limiter par exemple les émissions produites par les véhicules thermiques, etc. C'est vrai que
c'est au-delà de la simple exonération de charges sociales et d'impôt sur revenu dont bénéficie ce mécanisme, et donc de pouvoir attribuer un avantage qui coûte pas très cher à l'employeur, on peut mettre en avant cet aspect. On peut aussi l'avoir en tête. Ça peut s'inscrire dans une politique plus globale de l'entreprise et pour effectivement renforcer son attractivité ou sa marque employeur. Quatrième dispositif, les indemnités kilométriques, donc les ICA, avec des mécanismes qui sont très différents de ceux qu'on a pu voir, qui ne sont pas régis par le Code du travail, qui sont essentiellement régis par un arrêté de 2002 sur les faits professionnels et par de la doctrine administrative opposable, qui reprend d'ailleurs pas mal de jurisprudences qui ont pu être rendues pour combler d'une certaine manière l'absence de texte. Donc voilà, on est sur des réflexes qui sont très différents de ceux qu'on vient de voir. Donc là encore, c'est un dispositif. Alors, on va se poser la question de savoir s'il est obligatoire ou facultatif, mais qui permet à un employeur de venir indemniser forfaitairement un salarié qui est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles. Principalement, alors nous, on va ici se focaliser sur le cadre du trajet entre le domicile et le lieu de travail. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est l'utilisation professionnelle d'un véhicule personnel. Et parmi ces utilisations professionnelles, on peut avoir, on va le voir, hein, la prise en charge, les trajets entre le domicile et le travail, pour peu que le salarié soit contraint de faire ce trajet avec son véhicule personnel. On va parler de la contrainte. Pourquoi est-ce qu'on parle d'indemnité kilométrique? C'est parce que ces indemnités kilométriques, elles sont versées pour pouvoir bénéficier d'exonération de charges sociales dans la limite d'un barème kilométrique fiscal qui est fixé chaque année et qui donne un montant en euros en fonction du type du véhicule, de sa puissance et du nombre de kilomètres parcourus. Donc c'est un petit tableau hein, qui nous dit tant de centimes d'euros pour chaque kilomètre parcouru avec un véhicule de telle puissance fiscale. Donc voilà, quand on parle d'indemnité kilométrique, c'est 99% du temps en référence au barème kilométrique fiscal qui permet de calculer ces indemnités. On reparle du traitement social et fiscal juste après. Je vous disais que ces ICA, elles peuvent être versées au salarié lorsqu'il est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles. Alors, par exemple, dans le cadre du trajet domicile et au travail, cette contrainte, elle peut être justifiée par plusieurs choses. Alors, soit l'absence de transport en commun approprié, et je rebondis sur la question qui a été posée tout à l'heure. Là, la prestation, elle est un peu plus souple que sur la prime de transport. L'absence de transport en commun approprié, pour les ICA, ça peut clairement être des transports en commun dont la durée, effectivement, qui permettrait de faire le trajet dans une durée trop longue par rapport à l'utilisation de la voiture, par exemple. Donc, il y a un peu plus de souplesse. Donc voilà, première possibilité pour justifier la contrainte, il n'y a pas de transport en commun approprié, donc soit pas de transport en commun qui permet de rejoindre le lieu de travail, soit pas de transport en commun qui part ou qui permet de rejoindre le domicile. Il faut que l'un des deux soit concerné. Encore une fois, c'est plus simple lorsque c'est le lieu de travail, puisqu'on vérifie une fois la condition et c'est valable pour tous les salariés. Ça peut être aussi une question d'horaire, hein, effectivement. Par exemple, le travail de nuit, on peut penser que généralement, il n'y a pas vraiment de transport en commun à ces horaires-là. Ça peut être l'impossibilité d'accéder au lieu de travail à pied. Donc, par exemple, c'est s'il y a un arrêt de bus ou une gare qui, sur le papier, à vol d'oiseau, est à proximité du lieu de travail, mais qu'en réalité, on ne peut accéder au lieu de travail qu'en voiture parce que simplement, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de chemin pour les piétons, c'est valable. Tout ça, toutes ces contraintes, il faut en conserver la preuve. Donc, on revient un petit peu sur ces choses, sur ce formalisme qui peut sembler un petit peu fastidieux. Pour chaque contrainte, il faut garder la preuve. Donc, il faut conserver la preuve du plan de transport en commun. Il faut prouver que lorsque c'est le lieu de travail, qu'autour du lieu de travail, il n'y a effectivement pas d'arrêt, pas de bus, pas de gare. En conserver la preuve en cas de contrôle URSSAF. C'est pareil, hein, impossibilité d'accéder au lieu de travail à pied. Alors, en principe, on peut penser que l'inspecteur de l'URSSAF qui viendra contrôler l'entreprise, il pourra le voir de lui-même, mais on ne sait jamais. Voilà, c'est des choses qu'il faut s'attendre à devoir prouver en cas de contrôle URSSAF.
lorsque l'entreprise verse des ICA. Pour continuer sur les justificatifs, donc au regard de ce que je viens de vous dire, ces justificatifs, certes, ils peuvent sembler logiques, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc, il faut conserver la carte grise du véhicule, en tout cas une copie, parce que c'est notamment cette carte grise qui va indiquer le barème fiscal du véhicule et le propriétaire du véhicule, pour bien montrer que c'est son véhicule personnel. Il va nous falloir aussi la distance entre le domicile et le lieu de travail, sachant que lorsque cette distance est particulièrement élevée, il n'y a pas de définition, hein, mais on peut dire lorsqu'elle excède particulièrement la moyenne des autres salariés, il faut démontrer que cette distance ne résulte pas d'une convenance personnelle pour le salarié. Par exemple, qu'effectivement, c'est des contraintes familiales ou professionnelles qui ont pu l'amener à habiter assez loin sur le travail. Donc là, effectivement, on est sur des cas particuliers qui nécessitent du travail en plus, des justificatifs en plus. Le salarié doit aussi effectivement prouver, en tout cas attester du nombre de trajets pendant lesquels il a utilisé son véhicule, le nombre de trajets domicile de travail pendant lesquels il a utilisé son véhicule. Alors c'est au moins 2 par jour, un aller-retour. Ça peut être pour certains salariés qui retournent déjeuner à leur domicile 4 trajets par jour. En tout cas, très difficile à prouver autrement que par une attestation sur l'honneur. Donc, on demande aux salariés de prouver, encore une fois, de déclarer sur l'honneur le nombre de trajets réalisés par jour de travail pour savoir tout simplement, pour pouvoir faire le calcul des indemnités kilométriques qu'on peut lui verser et surtout le calcul des ICA qui seront exonérés de charges sociales. Ça ne peut pas dépasser le nombre de kilomètres parcourus par le salarié. Alors, certaines URSSAF font la pratique de demander aussi que dans cette attestation sur l'honneur, le salarié atteste qu'il ne transportait pas un autre salarié qui bénéficiait d'indemnités kilométriques. Comme pour le FMD, comme pour la prime de transport, l'utilisation d'un formulaire de demande, effectivement, elle semble quasiment indispensable. Dans ce formulaire, le salarié va lui-même indiquer la distance. Il va éventuellement lui-même vous transmettre une copie d'écran Google Maps qui indique la distance. Il va transmettre une copie de sa carte grise. Il va aussi attester tout ce qu'on lui demande d'attester sur l'honneur. Et donc, ça vous simplifiera grandement la vie. Et vous pourrez conserver ces formulaires avec les pièces jointes que le salarié aura attachées à produire en cas de contrôle URSSAF. On n'est pas obligé de mettre en place les ICA par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur écrite. En revanche, à partir du moment où on les verse aux salariés, ça commence à constituer un usage. Et donc, lorsque l'employeur veut modifier ses modalités de prise en charge, il est donc, ou supprimer cette prise en charge, il sera donc obligé de respecter la procédure jurisprudentielle d'information du CSE des salariés et de respect d'un délai de préavis. Les ICA, elles sont intégralement exonérées de charges sociales dans la limite du barème fiscal, donc qui est quand même relativement élevé. Hein. Quand on fait des simulations salarié par salarié et qu'on se met au taquet des indemnités kilométriques fiscales, on n'est pas, en tant qu'employeur, on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'au maximum. Mais si on va jusqu'au maximum, ça fait des montants relativement importants sur l'année. Et donc, ça fait une exonération de charges sociales significative. En contrepartie, hein, on l'a vu, de contraintes administratives qu'on peut trouver assez lourdes. En termes d'impôt sur revenu, il y a une subtilité qui est commune pour la plupart des frais professionnels. Sauf certaines exceptions, les frais professionnels ne bénéficient pas d'une exonération express d'impôt sur revenu. Ils sont intégrés au revenu imposable. Et à ce moment-là, vous le savez, le revenu imposable d'un salarié, le revenu imposable de la catégorie des traitements et salaires, il bénéficie d'un abattement forfaitaire de 10% qui correspond aux frais professionnels. Donc, pour ne pas cumuler à la fois l'abattement forfaitaire de 10% et une exonération d'impôt sur revenu qui porterait sur les ICA sont intégrés au revenu imposable et, par conséquent, se voit appliquer l'abattement forfaitaire de 10%. Je pense que ça concerne plus de 90% des salariés. Certains salariés peuvent opter pour le régime de l'imposition de leurs frais professionnels ou la déductibilité de leurs frais professionnels au réel. Et pour ces salariés-là, il leur appartient de justifier que les ICA
sont bien déductibles. Je ne rentre pas forcément dans le détail de ce régime fiscal, il est assez proche de celui applicable pour le régime social. Mais voilà, il faut avoir en tête que, attention, il y a cette subtilité en matière d'impôt sur le revenu. En termes de cumul, les ICA, elles sont cumulables avec la prime de transport, mais ça c'est le principe. En pratique, on nous dit que c'est cumulable avec la prime de transport, à condition, dans la limite des frais réellement engagés par le salarié. Donc lorsqu'on cumule les deux avantages, en fait, on ne peut pas utiliser le système du forfait, ce qui est dommage, hein, parce que l'intérêt de la prime de transport, c'est qu'elle peut être forfaitaire, et l'intérêt des ICA, c'est que par définition, elles sont forfaitaires. Lorsqu'on nous dit qu'on peut cumuler les ICA avec la prime de transport, mais de la limite des frais réellement engagés, ça veut dire qu'en fait, il faut prouver des justificatifs de dépenses qui sont prises en charge par l'employeur. Et donc, il faut donc recueillir des factures, par exemple des factures de carburant ou des factures d'entretien qui ont été réglées par le salarié. Donc, on s'inflige déjà pas mal de contraintes en mettant en place la prime de transport et la prime et les indemnités kilométriques. Si en plus, il faut recueillir les justificatifs des dépenses engagées par les salariés, ça perd son intérêt. En revanche, les ICA, sans justificatif particulier, à part ce qu'on a vu, mais en tout cas sans justificatif de dépenses, sont intégralement cumulables avec le forfait mobilité durable. C'est logique, hein, c'est des dispositifs qui n'ont pas le même objet. Les ICA ne fonctionnent pas pour les modes de transport éligibles au FMD, et inversement, le FMD ne peut pas concerner des véhicules ou des voitures ou des motos. Donc, c'est intégralement cumulable. Alors, vous avez pas mal de questions là-dessus. Alors, on nous demande, un salarié qui refuse de bénéficier d'un véhicule de fonction alors qu'il est éligible, est-ce qu'il doit bénéficier d'ICA? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est aussi la question du caractère obligatoire ou non des indemnités kilométriques. Un frais professionnel, la Cour de cassation a pu nous dire qu'en termes de droit du travail, les dépenses professionnelles qui étaient réalisées par des salariés devaient lui être remboursées. Donc, en principe, hein, un frais professionnel, c'est quelque chose qui doit obligatoirement être remboursé par son employeur. Curieusement, ce n'est pas quelque chose de systématique. Par définition, hein, lorsqu'un employeur met en place les ICA, ça veut dire qu'avant, il ne le faisait pas. Et donc, d'une certaine manière, qu'avant, il ne remboursait pas ce trajet à ses salariés. Donc, je ne peux pas forcément l'expliquer, mais en pratique, la prise en charge, elle n'est pas systématique. Mais théoriquement, un salarié qui remplit les conditions pour bénéficier des ICA, il devrait pouvoir exiger en fait d'en bénéficier. Donc, pour répondre à votre question, si un salarié refuse un véhicule de fonction, est-ce qu'il peut bénéficier d'ICA? Il peut bénéficier d'ICA parce qu'en principe, s'il est bien contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, ouais, en principe, il doit bénéficier d'indemnités kilométriques. C'est vrai qu'en pratique, c'est pas systématiquement appliqué. Alors ensuite, l'autre question, c'est est-ce que c'est compatible véhicule de fonction? Est-ce qu'il y a une articulation véhicule de fonction indemnité kilométrique? Dans tous les cas, s'il bénéficie pas, s'il a décidé de ne pas bénéficier du véhicule de fonction, ça n'exclut absolument pas la possibilité de bénéficier d'ICA, comme on vient de le dire. Donc, dans votre situation, je dirais oui, il doit bénéficier d'indemnité kilométrique hein, s'il a refusé le véhicule de fonction. Nelly, vous nous demandez si, sur la prise en charge de l'abonnement, donc on revient sur la première partie, un salarié est informé de cette mesure et demande un remboursement rétroactif sur 2 ans. Que devons-nous faire? Donc, c'est une très bonne question. Un salarié qui a tardé à transmettre ses justificatifs et qui les demande, qui a payé son abonnement pendant 2 ans et qui demande le remboursement à l'issue de cette période de 2 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous réponds à chaud, mais il me semble que les textes permettent à l'employeur d'organiser les modalités concrètes de remboursement de l'abonnement et donc voilà, une petite marge de manœuvre qui lui permettrait notamment de fixer des dates limites auxquelles le salarié doit transmettre ses justificatifs pour être remboursé. Comme la Cour de cassation le permet d'ailleurs sur les frais professionnels. Elle nous dit l'employeur il a l'obligation de prendre en charge les frais professionnels de ses salariés, mais il peut quand même l'encadrer, il peut mettre des dates limites
à laquelle les frais et les justificatifs ou les demandes doivent lui parvenir. Sinon, effectivement, administrativement, ça devient un peu trop compliqué. Donc, il me semble que les textes dans le Code du travail permettent une certaine latitude à l'employeur sur la prise en charge obligatoire des abonnements et permettent à l'employeur de fixer des dates limites. Après, si jamais les règles n'ont pas été clairement fixées et si les salariés n'ont pas eu connaissance, c'est plus délicat de soutenir qu'on n'a pas une obligation rétroactive de remboursement. Mais si vous souhaitez, on pourra en parler un peu plus en détail. Je vérifierai ce point. Certains inspecteurs de l'URSSAF. Donc, Mireille nous indique que certains inspecteurs de l'URSSAF demandent des factures de réparation automobile du salarié pour consolider les ICA versés aux salariés. Alors, si cette pratique existe, elle est extrêmement contestable. Le principe d'une indemnité kilométrique, même si elle a vocation à couvrir les frais d'entretien, les frais de carburant, les frais d'usure du véhicule, elle n'a pas à être justifiée par un justificatif de dépense. Elle a juste besoin d'être justifiée par un justificatif de possession du véhicule et de trajet, du nombre de trajets. Donc, un inspecteur de l'URSSAF qui vous demanderait des factures de réparation automobile, c'est pas du tout. Alors, certains inspecteurs de l'URSSAF, effectivement, peuvent parfois tenter d'aller au-delà des textes, hein, mais c'est amplement contestable. Avec l'aléa judiciaire qui peut exister, c'est quand même pas quelque chose qui devrait pouvoir tenir devant une juridiction. En plus, la doctrine administrative sur les ICA, elle est quand même, elle existe depuis 25 ans. Aujourd'hui, elle est consolidée dans le BOSS. Jamais on vous parle de ce type de justificatif, donc de facture d'entretien. Il n'y a aucune raison. Donc le BOSS est opposable. Les justificatifs qui sont énumérés sont limitatifs. Franchement, c'est choquant qu'un inspecteur de l'URSSAF puisse demander des factures, en fait. C'est même contraire au principe d'une indemnité forfaitaire. Donc, effectivement, c'est un peu choquant. Moi, je ne vous préconiserais pas de changer votre pratique. On n'a pas besoin d'avoir des justificatifs, juridiquement, de justificatifs de factures, de dépenses engagées pour rembourser des indemnités kilométriques. Alors, Capucine, est-ce que les ICA sont obligatoires ou facultatives? J'ai déjà répondu. Pour terminer, alors, on a dépassé cette petite heure. Je ne pensais pas qu'on ferait 1 heure là-dessus, mais comme quoi, il y a beaucoup à dire, hein, et on aurait même pu rentrer un peu plus dans les détails. Je voulais juste terminer, ce sera très court, sur un dernier type d'avantage qui rentre un petit peu dans cette catégorie. C'est la possibilité pour l'employeur de mettre à disposition des bornes de recharge électrique aux salariés pour qu'ils puissent recharger leur véhicule électrique ou hybride. C'est une pratique qui s'est répandue, d'autant plus que depuis, alors je crois que ça remonte à 2022, peut-être même avant, l'arrêté de 2002 sur les avantages en nature prévoyait expressément que lorsqu'un employeur mettait à disposition de ses salariés une borne de recharge électrique et que les salariés pouvaient l'utiliser librement, donc y compris pour leur pur usage personnel, y compris même la veille des vacances, lorsque le salarié voulait recharger son véhicule, et donc c'est sûr qu'il n'y a pas d'usage professionnel, peu importe, cet avantage était exonéré de charges sociales et le BOFIP nous indiquait aussi d'impôt sur le revenu. L'arrêté prévoyait aussi un régime particulier lorsque l'employeur achetait ou faisait installer une borne de recharge directement au domicile du salarié. Alors, ça pouvait être intégralement exonéré de charges sociales lorsque, à la rupture du contrat de travail, cette borne était reprise par l'employeur. Et si jamais cette borne était définitivement laissée aux salariés, il y avait quand même un avantage significatif. Alors, attention, et c'est vrai qu'on est le 12 décembre, on aurait pu penser que ça aurait pu effectivement être un peu plus anticipé, mais cet avantage, d'un point de vue juridique, il cesse au 31 décembre 2024 parce que l'arrêté sur ce point-là était à durée déterminée. Il y a un projet d'arrêté qui circule, qui n'a pas encore été signé, qui n'a pas encore été publié. On ne sait même pas, vu le contexte politique, s'il sera véritablement signé et publié et dans quel délai. Mais encore heureux, un projet d'arrêté, parce que je trouve que c'est une très bonne mesure et c'est compliqué de revenir dessus, un projet d'arrêté a vocation à reconduire jusqu'au 1er janvier 2028 cette exonération de charges sociales. J'en croise les doigts pour que cet arrêté soit signé et publié dans les délais. À défaut, les employeurs qui auraient mis en place ces bornes
au 1er janvier 2025, devront commencer à passer en paye un avantage en nature. Alors voilà, Grégory, vous nous dites que vous avez opté pour la refacturation liée à l'utilisation des bornes de recharge sur le travail. C'est pas du tout interdit. L'employeur, il a parfaitement le droit d'opter pour la refacturation. Encore une fois, tout dépend de l'engagement financier qu'il veut y dédier. Mais si jamais il ne fait pas de refacturation, jusqu'à présent, c'était exonéré. Pour les employeurs qui, jusqu'à présent, mettaient à disposition sur la facturation et qui exonéraient, c'est vrai que là, il y a une petite angoisse du 1er janvier 2025, c'est est-ce qu'il faut soit le soumettre à charge sociale, donc c'est-à-dire, c'est compliqué, hein, il faut identifier salarié par salarié le coût de l'électricité et donc l'économie réalisée par le salarié pour l'utilisation des bornes. Effectivement, c'est compliqué. C'est pour ça qu'à mon sens, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une reconduction de l'exonération au 1er janvier, ou alors ça suppose effectivement d'avoir un système qui permet de refacturer l'utilisation de la borne aux salariés, ce qui annule l'avantage en nature. Mais c'est vrai que déjà, on supprime l'avantage qu'on attribue aux salariés, et puis là encore, ça peut être un petit peu lourd selon les entités. Donc, je souhaite voilà, sincèrement, que ce projet d'arrêté soit signé. Oui, croisons tous les doigts pour que ça passe. Oui, comme vous dites, Charlène, comme tu dis, Charlène, forcément, passer l'avantage en paye, ce serait compliqué. Et donc, si la borne, si c'est plus simple d'avoir un coût qui est facturé directement à la borne et qu'on refacture aux salariés, c'est vrai que ça peut sembler plus pratique. Mais alors, peut-être que vous aurez une bonne nouvelle d'ici la fin du mois de décembre. S'il a été publié, il sera sur le fil d'Astella Avocat. Et peut-être ça vous permettra de remettre en œuvre une pratique qui était, je trouve, quand même assez vertueuse, assez satisfaisante pour les salariés en exonération de charges sociales et d'impôts. Donc, croisons les doigts pour que ce soit reconduit. Alors, on a complètement dépassé le timing. Normalement, il y a cette petite session de questions-réponses. Si vous avez d'autres questions par rapport à celles que vous avez déjà posées, j'y répondrai avec plaisir. Sinon, ça veut dire qu'elles ont toutes été répondues. Et voilà, en tout cas, je vous remercie vivement pour votre participation de ce webinaire de la fin de l'année. Il y aura à nouveau plusieurs webinaires pendant l'année 2025. On n'a pas encore déterminé les sujets. Vous voyez, c'est pas toujours des sujets d'actualité, c'est aussi un peu des basiques, mais je trouve qu'ils sont toujours intéressants. Je vous rappelle oui, bien sûr, Nelly, je vous tiens informé de la publication de l'arrêté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Non, mais voilà, merci d'avoir été présent. Le webinaire sera dispo en replay d'ici une semaine sur YouTube et on vous envoie le support pour que vous ayez une trace de tout ça. Donc, je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne journée et peut-être de très bonnes vacances de fin d'année si on ne se reparle pas d'ici là. Au revoir.